Pourquoi tu lances la truite de Schubert, là ? Ah, la truite, c'est comme les saumons, c'est pareil. Non, mais rien à voir. Lance les saumons. Bienvenue dans Les Saumons. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vont à contre-courant. Le mot qui caractériserait tout ce que ça m'apporte, et Dieu sait comme on pourrait en parler des heures, c'est le mot présence. J'ai rencontré Surprit Adikawar à l'occasion d'une retraite de Kundalini Yoga. Lorsqu'elle m'a dit qu'elle était nomade, j'ai immédiatement eu envie d'en savoir plus. Elle a accepté de témoigner à ce micro et de parler de cette vie particulière, sans port d'attache. Elle nous explique les raisons qui l'ont motivée à faire ce choix, ce qu'il implique au quotidien et bien sûr l'épanouissement qu'elle en retire. Très bonne écoute. Bonjour Surprit. Bonjour Adeline. Alors, je suis ravie que tu acceptes de saumonner avec moi aujourd'hui. La première question que j'ai envie de te poser, ça concerne ton prénom, Surprit, qui est très très original. Alors moi, je sais à quoi il fait référence, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce prénom de Surprit ? En fait, le prénom complet, c'est Surprit Adikawar, et c'est un prénom spirituel qui m'a été donné dans le cadre de mon cheminement dans le Kundalini Yoga. Et les noms féminins dans ce domaine finissent toujours par corps, qui peut être traduit par lionne ou prêtresse. Chez les hommes, c'est Singh, qui veut dire lion ou prêtre ou roi. Et Surprit Adi, c'est concrètement, donc ce nom, il est donné en fonction de la numérologie de ta date de naissance, de ton lieu de naissance. Et donc, il incarnerait en vibration ta mission sur Terre, on pourrait dire. Et en l'occurrence, Surprit Adikawar voudrait incarner la régénération et la motivation par le biais de l'énergie primale divine. D'accord, tout un programme. Tout un programme. Alors, tu évoquais le Kundalini Yoga. Précisément, avant qu'on rentre dans le vif du sujet qui est ton mode de vie, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Moi, je suis aussi très intéressée par le Kundalini Yoga et on en parle de plus en plus, mais je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est que ce yoga en particulier. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots ? En quelques mots, le Kundalini Yoga, c'est un yoga qui a été amené en Occident dans les années 70 par un monsieur du Pendjab, du nord de l'Inde, qui s'appelait Yogi Bhajan. On dit que c'est un yoga qui a été gardé secret assez longtemps parce qu'il a un pouvoir très transformationnel. C'est un yoga qu'on appelle Raja Yoga, donc yoga royal. Il emprunte à toutes les formes de yoga et il offre une expérience de l'infini dans le fini. On dit que c'est aussi le yoga de l'expérience, le yoga de la conscience. D'accord. On pourra en parler beaucoup plus. Oui, j'imagine. Est-ce que tu dirais que le Kundalini Yoga t'a mis sur la voie de cette vie que tu mènes aujourd'hui, qui est une vie de nomadisme ? Est-ce que c'est lié ou est-ce que c'est complètement autre chose ? Non. Le Kundalini Yoga m'a rencontrée, j'étais encore sédentaire. Par contre, le chemin spirituel qui s'est ouvert comme une autoroute devant moi quand j'ai eu un très grand bouleversement dans ma vie, c'est produit, on va dire, après 1 an de pratique de yoga. Et donc, je sais que la pratique de Kundalini Yoga, qui est très transformationnelle, avait comme ouvert les vannes d'une transformation et donc de changement dans ma vie matérielle. D'accord. Donc, concrètement, comment vis-tu aujourd'hui ? Bon, tu es nomade, ça implique quoi ? Quel est ton mode de vie ? Ça implique de ne pas avoir peur du vide. Ça implique d'oser faire face à des sentiments d'insécurité. Oui. Parce que du coup, tu n'as de façon très pragmatique, le monde entier est ta maison. Mais tu n'en as plus. Donc finalement, en fait, tu es partout chez toi. De façon moins exponentielle, mon corps est ma maison. Donc en fait, là où mon corps physique est, je suis. Et je pense que c'est aussi une harmonie dans le fait que j'ai choisi de marcher sur le chemin du yoga parce qu'en fait, c'est un peu la même philosophie. J'ai la chance d'avoir une mère qui m'a proposé de garder une part de mes affaires quand je me suis retrouvée de sédentaire à nomade. Et du coup, j'ai une base où il y a un peu de mes affaires. Donc, j'ai pas juste un sac. J'ai pas de voiture, par exemple. Donc, tu peux trouver des nomades qui ont un âne ou une voiture. Mais en l'occurrence, moi, j'ai pas de véhicule.
Donc, je change de valise en repassant voir ma mère de temps en temps. Ça va faire à peu près 5 ans que je suis nomade. Et j'ai dû, si tu mets en bout à bout le temps que j'ai passé chez elle, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être 6 mois en 5 ans. Donc, j'irai jamais très longtemps, mais j'y passe pour passer du temps avec elle avec grand plaisir. Et donc, après, organiser la suite aussi pour moi. Et tu trouves toujours une possibilité de te loger. Je veux dire, la vie s'organise toujours de manière harmonieuse afin que tu aies un point de chute en permanence. Comment ça se passe ? En fait, je pense que le plus simple, c'est un peu de t'expliquer, parce que c'est tellement au-delà de la raison et du contrôle. Je pense que si je voulais vraiment contrôler, en fait, c'est encore plus subtil que ça, parce qu'évidemment, j'ai besoin de contrôler. C'est-à-dire que j'ai besoin de prendre mon téléphone et de contacter un ami ou de trouver un appartement à louer pour un certain temps si je voyage quelque part. Ou... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une démarche active, mais il y a une démarche de réceptivité qui, elle, est totalement déconnectée d'une stratégie rationaliste et où c'est difficile d'y mettre des mots. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait des années que j'appelais à ne plus être à Paris. Je vivais à Paris et je sentais avec cet éveil spirituel qui s'était passé que la vie en ville ne me convenait plus. Et pour autant, je ne savais pas quoi projeter. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. À part le béton, je n'ai pas trop de connexion à la nature. Du coup, j'avais pas de repère par rapport à une vie en nature. Mais je savais que c'était ce qui était juste pour moi. C'était donc, premièrement, avant même de penser à où en nature, c'était de partir de la ville. Et en fait, il s'est avéré que je vivais dans un appartement dont mon père était propriétaire et il m'a demandé de partir. D'accord. Donc quand j'en suis partie, je savais que quelque part, cette réalité, c'est moi qui étais en train de la manifester. Donc je lui en ai pas voulu. Lui, il avait ses raisons à lui. Moi, je me suis sentie... De toute façon, je me sens toujours responsable de ce qui se passe, quand bien même c'est les autres qui agissent. Parce qu'on est tous un. Bon, ça, c'est un débat plus philosophique et yogique. Mais en tout cas, je voyais ma responsabilité à moi de créer ce changement parce que j'avais vraiment appelé à un changement. Après, l'idée de se dire comment je vais faire derrière, j'en avais aucune idée. Donc, ça m'a généré beaucoup d'angoisse au début, de me dire mais comment ça va se passer, etc., etc. Et en fait, je crois que j'ai assez de tempérament de lâcher prise, en fait. J'ai assez de réceptivité et de féminité, parce que c'est l'énergie yin qui reçoit. J'ai assez de féminité en moi pour accueillir. Et après, ça a plus été un travail, et pour le coup, c'était un vrai travail de guérison, mais ça a plus été un travail du cœur, de confiance. Oui. De recréer la confiance dans la vie, de recréer une confiance que la vie me permettra d'être en sécurité, que la vie me permettra... d'avoir le minimum nécessaire pour survivre. Et donc, au début, c'est compliqué. Même après, c'est compliqué. Mais finalement, depuis 5 ans, c'est le cas. La vie t'amène toujours ce qu'il faut, au moment où il le faut. Toujours. Voilà, c'est ça qui est assez impressionnant. Ouais. Du coup, après, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que c'est pas juste la vie qui m'a reappris que je pouvais lui faire confiance. C'est aussi... une discipline de tous les jours que de faire le choix d'aller vers le bonheur et d'aller vers la guérison. Et c'est une posture, c'est un choix conscient de chaque seconde. Et chaque seconde, je pourrais reglisser vers la paranoïa ou vers le doute. Mais je fais le choix d'être heureuse et de croire que ma vie ne va être que meilleure, en fait. Alors, visiblement, c'est un mode de vie qui te rend heureuse, tu viens de le dire. Au-delà de ce bonheur, qu'est-ce que ça t'apporte comme sensation, comme sentiment comment ça te nourrit en fait cette vie-là? Je pense que je peux répondre à ta question dans un sens où je suis responsable de ce qui se passe et dans un autre où je ne suis absolument pas responsable de ce qui se passe. C'est-à-dire que dans un sens, c'est moi qui fais le choix de ne pas prendre un appartement, payer un loyer, trouver un travail alimentaire pour payer mes factures, etc. C'est moi qui fais ce choix-là. Mais en même temps, il y a une énergie créatrice supérieure qui fait que je ne suis qu'une partie de cette création.
Donc quand bien même j'ai mon libre arbitre et je crée, je ne suis qu'une partie de cette création qui est au service et à la merci de cette création. Mais ça, c'est un paradoxe. Enfin, moi, je pense que même jusqu'au jour où je mourrai, je ne le comprendrai pas. Et tant mieux, parce qu'au final, j'aime cette dévotion au mystère. Mais c'est ce qui fait que je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est mon choix, oui, parce que je vois très bien que je pourrais prendre un appartement et rentrer dans un contexte sédentaire différent. Mais c'est mon choix sans être mon choix. Oui. Et ce que ça m'apporte, le mot qui caractériserait tout ce que ça m'apporte, et Dieu sait comment on pourra en parler des heures, c'est le mot présence. D'accord. Pourquoi présence ? Parce qu'il faut être présent dans chaque instant, c'est-à-dire aujourd'hui, quel jour on est, où est-ce que je vais après, comment je m'organise. Donc ça, c'est vraiment lié au présent. Mais après, il y a aussi la présence de qu'est-ce que tu as besoin. C'est la présence de qu'est-ce qui est bon pour moi. C'est la présence de logistiquement comment je m'organise. Et c'est la présence de qu'est-ce qui se passe dans mon mental quand j'ai pas le choix. Quand je me retrouve dans des situations où j'ai pas le choix, soit financièrement, soit d'ambiance, d'atmosphère où j'ai pas le choix de me retrouver. Et ça apprend beaucoup sur la compassion pour soi-même, pour les autres. Ça apprend beaucoup pour la patience, pour la confiance. Ce que ça m'apprend, c'est que ces 5 dernières années ont été... c'est la plus grande école de la vie, je pense. J'imagine. Aussi, ce que je peux ajouter par rapport à ce que ça m'apprend, le non-attachement. Oui. Voilà, le non-attachement et pas d'attente. C'est-à-dire que j'ai foi, que je suis en sécurité et que je mérite confort et amour. Ça, j'ai foi, donc ça arrive. Par contre, j'ai pas d'attente parce que stratégiquement, je sais pas comment ça arrive. Et je suis pas attachée. Je suis pas attachée au matériel. Alors, une autre question qu'on pourrait se poser, c'est ok, tu es nomade on va dire en termes d'habitation, de vie, mais comment est-ce que tu fais suivre ta vie professionnelle avec ce nomadisme ? Eh ben, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je vis majoritairement sur des économies. Donc, c'est vrai que c'est un privilège énorme. C'est-à-dire que toutes les paroles d'une conscience relativement zen, on va dire, spirituelle, que je peux partager par rapport à mon expérience de nomadisme, je ne sais pas si ça pourrait être la même dans un contexte beaucoup plus de survie, si j'avais pas cette sécurité d'avoir de l'argent quand j'utilise ma carte bancaire. J'imagine d'ailleurs que non. Mais après, je ne sais pas, si ça se trouve, il y a des gens qui, quand bien même dans une insécurité financière, trouveraient la conscience d'être dans une présence juste et pure. Je sais pas. En tout cas, moi, ce qu'il en est, c'est sûr, c'est que dans des gros moments de sensation d'insécurité par lesquels je suis passée, d'avoir un peu d'argent sur le compte bancaire devant moi, ça me rassurait beaucoup parce que je me disais, si vraiment je craque et que j'en peux plus de ce mode de vie, je peux prendre une sous-location. Je peux toujours, avec l'argent que j'ai, évidemment, je peux pas montrer des fiches de paye et des garants qui plaisent aux propriétaires, donc je peux pas signer un bail pendant longtemps, mais je peux me loger. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de sécurisant aussi. Bien sûr. Voilà. Après, professionnellement, c'est très compliqué parce qu'en fait, dès que tu es à un endroit, on considère que tu es à cet endroit-là, donc tu commences à stimuler des opportunités professionnelles dans un endroit, mais le temps que ça aboutisse, t'es déjà ailleurs. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est très, très compliqué, en fait. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé... pour l'instant, je survis plus que je ne vis financièrement. Voilà. Alors moi, quand je t'ai rencontrée, on s'est fait la remarque avec une amie que toutes les deux, on avait l'impression que tu avais à la fois, donc t'es nomade, tu es avec une valise, mais c'est un petit peu Mary Poppins, c'est-à-dire que tu as plein de choses avec toi. Tu as du cacao, que tu as du Guatemala, il y a plein de choses. Et du coup, j'ai envie de poser une question qui est vraiment très basique, mais tu as quoi avec toi au quotidien ? Tu as combien d'affaires sur toi ? Tu as combien de bagages ? Comment est-ce que tu te déplaces finalement ? Vraiment, c'est très basique comme question. On peut souvent me croiser avec une valise, ça c'est vrai. Mais au final, j'ai un sac à main. Voilà, déjà. Ouais.
Et dans mon sac à main, j'ai toujours quelque chose si jamais il fait froid. J'ai toujours quelque chose pour boire de l'eau parce que stop au plastique. Donc voilà, j'ai toujours un contenant pour de l'eau. Et c'est vrai que j'ai une petite bourse toujours avec des choses qui me connectent au monde invisible et à mes alliés dans mon sac, toujours. Un carnet pour écrire. Oui. Parce que je suis moi avec moi et que la médecine de l'écriture est quelque chose de très précieux et que voilà, réfléchir, mais pas dans le sens de réfléchir avec sa raison, mais réfléchir comme en réflexion et de pouvoir noter sur papier, c'est toujours important. Et j'ai toujours un livre dans mon sac, au moins un. Là, j'en ai 2 en ce moment. D'accord. C'est un gros sac à main. Ouais. Et j'ai quelques clés, voilà. Oui, Alors, oui. J'avais 3 clés de maison, là, récemment. Parce qu'en fait, j'ai pas de maison avec mon nom, mais j'ai plein de maisons. Voilà. Et est-ce que tu penses que d'avoir vécu ces 5 ans de nomadisme font qu'en fait, toute ta vie, tu auras un petit peu ce côté nomade? Est-ce que tu penses qu'un jour, tu arriveras à te poser dans une ville, dans un pays qui te plaira et sur du long terme? Ou est-ce que maintenant, ça colore complètement ton existence? C'est intéressant comme question. Et cette question, je pense qu'elle amène à parler du passé et du futur en même temps. Le passé, c'est que je pense qu'on est tous nomades. J'invite tous les auditeurs à lire un livre de Bruce Chatwin qui s'appelle Anatomie de l'errance, qui est un tout petit livre. Et qui concrètement, par le biais de petites nouvelles de fiction, mais inspirées de sa vie, de voyages, etc., amène à réfléchir sur le fait qu'on est tous nomades de nos ancêtres et que de toute façon, on a tous ça en nous. Et lui, il va plus loin dans son essai, c'est qu'il en vient à parler de mots MAUX de sédentarité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots de notre société qui sont venus du fait qu'à un moment donné, on se soit posé. Bon, voilà, c'est l'histoire de l'humanité que je porte en moi. Donc, évidemment, en vrai, je serai toujours nomade puisque je serai toujours humaine. Mais toi, t'es peut-être pas encore nomade, mais en fait, t'es déjà nomade parce que t'es humaine. Voilà. Donc, c'est au-delà du temps. Et après, par rapport à l'avenir, il y a une grande réflexion aujourd'hui pour moi que j'ai qui est l'impact écologique que ça a. Bon, on peut toujours faire mieux. Moi, je ne mange pas d'animaux, donc je sais que déjà, je réduis mon impact écologique. Je n'ai pas de voiture, je prends souvent le train, les transports en commun. Donc, mon impact écologique par rapport au transport, il est minime. Je ne supporte pas l'électricité, je vois dans le noir, je n'aime pas l'électricité, donc j'utilise la bougie plus que... Voilà. Mais le fait de bouger comme ça tout le temps fait que j'ai quand même beaucoup pris l'avion ces 5 dernières années. Et que ça, il y a quelque chose ici qui commence à me convenir de moins en moins. Après... j'ai un grand appel de la terre. J'ai découvert ces dernières années un rapport aux semences. Où j'en suis aujourd'hui de militant en moi, c'est d'être connecté et d'unir, voilà, de guérir moi avec avec l'autre et tout ça. Je pense que le militantisme aujourd'hui, je le vois comme quelque chose de recréer du lien, de sortir de cet individualisme qui a été beaucoup sollicité par des États de terreur et des États capitalistes. Je pense que de revenir à une unité, à un lien entre nous tous, c'est ça qui va nous aider. Et du coup, je vois que ça se fait avec la semence beaucoup, notre rapport à nous tous en tant qu'humains, mais à nous avec la terre, car on n'existe pas sans elle. Et donc, j'ai un grand appel à me sédentariser pour cultiver des semences. D'accord. Et voilà, protéger des semences, avoir un lopin de terre. Et aussi revenir à quelque chose de simple, en fait. Voilà, une vie simple. Et oui, je m'y ferai très bien, je pense. Après, j'en sais rien. Voilà, c'est un peu comme on revient à la polarité. Oui. C'est-à-dire que je pense que je suis nomade, mais en vrai, je suis quand même sédentaire dans ce que je suis, c'est-à-dire que je suis sédentaire de ma culture, je suis sédentaire du fait que je sois née où je suis née. Je peux pas me désolidariser d'une identité, elle vient avec moi. Donc en fait, ce que j'entends dans sédentarité, j'entends ancrage. Et en fait, ce qui est ancré en moi, c'est ancré en moi. Donc quand bien même je suis dans le mouvement du nomadisme, l'inverse de l'ancrage, je suis dans le mouvement, mais avec cet ancrage qui est moi. Je porte une culture, je porte des stigmates d'une époque. Après, si demain je me sédentarise,
je porte en moi les mémoires cellulaires de l'humanité, de nos ancêtres nomades. Je porte en moi les mémoires de cette vie-là, de cette période de nomadisme. Et voilà, je pense que tout est un, en fait, et que tout est relativement lié. D'accord. Je pense que parmi les auditeurs, certaines personnes seront intéressées, alors peut-être pas pour aller radicalement vers le nomadisme, mais peut-être pour faire quelques pas vers plus de liberté. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois, en tout cas, ton mode de vie, c'est s'affranchir de certaines choses, s'alléger et avoir une forme de liberté supplémentaire. Pour tous ceux qui aimeraient vraiment aller vers ton mode de vie, comment tu préviendrais une personne qui te dirait « moi aussi, je voudrais vivre comme toi ». L'image que j'ai, c'est une rivière. La rivière, elle a besoin de couler. Mmh. La vie, elle a besoin de couler. Si la personne, elle résiste, elle se fera déchiqueter. Parce que la rivière, elle sera toujours plus puissante qu'elle. C'est toujours cette histoire de lâcher prise qui revient finalement. Donc ça, ce serait mon premier conseil. Voilà. Et quand bien même ça fait peur, on y va quand même. On y va, parce que de toute façon, voilà. Et cette démarche-là, elle ne se fait que dans la foi. Donc, je ne parle pas de religion ici, mais dans la foi que, voilà, arrivera ce qui arrivera, et que c'est juste. Et que quoi qu'il arrivera, on l'embrassera à 100%. Pour le propre de l'expérience. Ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est de faire attention à sa propre énergie. Parce qu'on est chez les autres tout le temps. On est chez les autres tout le temps, on est avec les autres tout le temps. Mon conseil, moi, c'est le yoga, ça peut être autre chose. C'est d'avoir une discipline, d'avoir un repère qu'on emmène avec soi où qu'on soit et qui n'est que pour soi et qui permet de réatterrir en soi où qu'on soit. Parce que sinon, on finit énergétiquement très parasité par l'environnement. Parce qu'on est constamment comme si on essayait de s'harmoniser à l'environnement de l'autre plutôt qu'à sa propre harmonie à soi. Et donc avoir une propre discipline, ça peut être aller courir, ça peut être prier, ça peut être... voilà. Par exemple, moi, c'est le rythme alimentaire. Oui. Moi, je mange que 2 fois par jour. Bon, en France, il y a plein de gens qui mangent 3 fois par jour. Et parfois, on arrive chez les gens, on est logé chez les gens. Ils se sentent obligés. Ils se sentent obligés de cuisiner. Ou alors moi, en tant que personne invitée, je vais me sentir obligée de manger 3 fois parce que je suis chez des gens qui mangent 3 fois. Non. Par exemple, là, c'est très important de dire, écoute, toi, mange ce que tu veux à l'heure que tu veux. Moi, je mangerai à ce moment-là et je mangerai ça. Et si toi... Et après, c'est une co-création, c'est une exploration. Ça peut inspirer certains de pas manger de la viande à tous les repas et puis d'aller goûter mes plats que je vais cuisiner. Et puis de manger un peu moins s'ils ont l'habitude de manger 3 fois. Enfin, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, la nourriture, c'est quelque chose qui a été un repère et un ancrage pour moi important dans le mouvement, de toujours venir avec de la nourriture dans mon sac, c'est-à-dire que je ne dépends pas de la nourriture qu'il y a dans le frigo des autres. Oui. Parce que sinon, après, ça devient de la contamination, en fait. Oui. Je te parlais de parasitage énergétique quand tu es dans le rythme de l'autre, mais la nourriture, ça a vraiment été un truc. Très vite, je me suis rendu compte que je ne peux pas être dépendante du frigo des autres. Et c'est pas un truc financier. Oui. C'est un truc de qu'est-ce qui est bon pour mon corps. Et c'est en termes d'horaire et d'aliments. Et du coup, c'est super parce que moi, j'adore cuisiner. Donc, j'ai plein d'amis hyper contents parce qu'eux, ils n'aiment pas cuisiner. Et puis, du coup, quand ils me logent, au moins... ils ont des bons petits plats. Voilà. Ouais, donc, finalement, c'est être hyper centré en soi, sur soi, et pour se sentir partout chez soi. C'est un petit peu ça le principe, quoi, finalement. Ouais, c'est ce que je te disais. Donc, il y a un gros travail. Voilà, ta maison, c'est ton corps. Donc, il y a un vrai travail quand même de fond à faire et arriver à être connecté à soi de façon puissante, finalement. C'est pas anodin, quand même, de se lancer dans cette aventure-là. Et c'est pas si simple d'être connecté à soi. C'est peut-être la conclusion qu'on pourrait faire de mon expérience à moi. Maintenant, mon expérience à moi, c'est pas la vérité absolue. Et donc, si ça se trouve, demain, quelqu'un claque la porte et s'en va et mange dans le frigo des autres et n'a aucune discipline personnelle et se sent soi-même dans le reflet de tout à chacun ou peu importe, bref, et se perdre là-dedans. Et ça se trouve, ce sera juste pour cette personne. Oui. Et il y a rien qui ne sera pas juste. Chaque expérience est juste au service de la conscience. D'accord.
Merci beaucoup Surprise. Merci Adeline. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des Saumons. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le réécouter, le partager et à lui attribuer quelques étoiles. J'en profite également pour remercier Cyril à la bouvette, grâce à qui ces enregistrements sont possibles. À très bientôt et merci.